Donc on a le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Legouet pour un séminaire sur la mesure du temps et des distances, quelque chose qui l'a toujours intéressé. Donc Jean-Louis, c'est un ancien de l'ENS Saint-Cloud. Je crois qu'il y a quelques personnes dans la salle qui ont également fait ce parcours. Après, tu as fait une thèse à accélérateur linéaire. Tu as fait un passage à l'horloge atomique d'Orsay, mais apparemment, tu m'as dit que ton séminaire n'était pas spécialement lié à ça, parce que tu as toujours été intéressé par la problématique du temps. Et tu as fait toute ta carrière au lac, hein, jusqu'en 2015. Et tu t'es beaucoup intéressé aux phénomènes quantiques. Et donc, tu nous diras quelques mots sur les phénomènes quantiques, plutôt vers la fin du séminaire. Et alors, tu donnes beaucoup de ton temps pour aider les étudiants de licence, donc au bureau d'intervention pédagogique. Donc, on a encore dans la salle aussi des gens qui font ça, de Saint-Cloud aussi, je crois. Et c'est vraiment chouette parce que faut donner de son temps, de son énergie, de sa personne pour aider les étudiants. C'est totalement bénévole. Donc c'est très charitable, c'est très bien de faire ça. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'investissent comme ça. Voilà, donc on va écouter Jean-Louis nous parler de la mesure du temps et du mètre. Bien, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de présenter ce séminaire. Quel est ce qui m'a décidé, ce qui m'a incité à présenter ce séminaire? Zut, ça y est, ça marche pas. Ah si, ça y est. Voilà, c'est une visite chez un loueur de voitures, où, bien sûr, pour arrondir la note, on m'a proposé des options. Et parmi ces options, donc, une nacelle pour bébé, un système de navigation GPS. Et là, quand même, j'ai réalisé à quel point le GPS était devenu un objet de consommation courante, un objet banal. Et c'est précisément ce caractère banal que je voudrais essayer de remettre en question. Parce que pour moi, le GPS, c'est toute la physique du XXe siècle réunie dans un objet de la vie courante, donc la relativité restreinte et générale, l'atome, la mécanique quantique, la conquête spatiale, et sans parler d'électronique évidemment. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire mieux percevoir effectivement à quel point le GPS rassemble tout cela. Et bon, on va essayer de trouver un angle d'attaque. Donc on va d'abord décrire ce qu'est le GPS et on va essayer à travers cette description de trouver un angle d'attaque pour la suite du séminaire. Donc le GPS, c'est d'abord une constellation de satellites artificiels. Alors ils ne sont pas nombreux, ils sont 24, répartis sur 6 orbites, et ils font le tour de la Terre en une demi-journée à plus de 20 000 km d'altitude. Alors donc ce qu'il faut réaliser, c'est que ces satellites là sont vraiment des satellites en orbite haute, très différents des satellites les plus communs qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Ici, on est à 20 000 km d'altitude. Il faut bien garder ça présent à l'esprit. C'est aussi un programme militaire de la guerre froide. Donc, parce que c'est un programme militaire, c'était un dispositif destiné au guidage de missiles, donc furtif. L'idée, c'est que, bien évidemment, l'information sur la position du récepteur à la surface de la Terre n'est pas accessible. Ce réseau, ce dispositif a été lancé en 1973, le programme a été lancé en 1973, donc 16 ans après le Spoutnik. Il est opérationnel en 1986, et alors ce qui est aussi remarquable, c'est que à peine la guerre froide est-il finie, qu'il est ouvert aux utilisateurs civils, marins et aviateurs d'abord, puis usagers de la route dès la fin des années 90. Alors comment ça marche? Bon, le véhicule donc, qui cherche à se positionner à la surface de la Terre est équipé d'un récepteur qui mesure simultanément sa distance à plusieurs satellites. En fait, il faut au moins 4 satellites.
vous voyez les lignes rouges là, sur le dessin représentent, alors voilà, les lignes rouges sur le dessin représentent, oui, voilà, excusez-moi, je ne maîtrise pas bien la télécommande. Donc les lignes rouges sur le dessin représentent les chemins qui séparent le récepteur de 4 satellites, de plusieurs satellites, pas 4, hein, plusieurs satellites. Ah, zut. Oui. Bien. Voilà. Donc, de plusieurs satellites qui sont dans son champ de vision. Et comment se mesure donc, il suffit de mesurer simultanément la distance à ces satellites pour déterminer précisément la position du récepteur à la surface de la Terre. Alors maintenant, comment se mesure cette distance? Cette distance, elle est déduite du temps de vol d'un signal radio entre le satellite et le récepteur. Donc, les trajectoires rouges, en fait, représentent les trajectoires du signal radio émis par le satellite et dirigé vers le récepteur, enfin reçu par le récepteur. Et alors c'est là que se trouve le point intéressant, c'est que la distance à chaque satellite est déduite du temps de vol du signal entre le satellite et le récepteur. C'est ça le nœud peut-être de l'affaire, c'est ce lien entre distance et temps. La distance donc de chaque satellite s'exprime en fonction du temps de vol, comme simplement le produit du temps de vol par la vitesse de la lumière. Donc au lieu de mesurer directement une distance, ce qu'on va mesurer c'est un temps. Et cette idée de mesurer un temps plutôt qu'une distance, c'est une très vieille idée qui a une très longue histoire, et c'est l'angle d'attaque qu'on va choisir pour aborder ce problème du GPS. Donc c'est une longue histoire qui commence bien avant le GPS par le problème des longitudes. Ce sera ça notre fil directeur, donc, et ça commence il y a plus de 500 ans. Ça va nous donner donc le plan de notre présentation. Ce qu'on va voir, c'est que au long de ces 500 ans, on va observer le même genre de processus, c'est-à-dire qu'on va observer une révolution scientifique suivie de la mise au point d'horloges qui vont permettre, avec une précision de plus en plus grande, de mesurer ces fameuses distances. Donc le problème des longitudes, dans le cas du problème des longitudes, la vitesse de référence, ce sera la vitesse du Soleil, la vitesse apparente du Soleil autour de la Terre. Il faudra la révolution de la physique galiléenne au début du XVIIe siècle pour développer les horloges qui vont finalement permettre de résoudre ce problème. Et vous voyez, il faudra à peu près 150 ans pour que soit mise au point l'horloge de Harrison, qui sera le premier donc, chronomètre de marine. Dans le cas du GPS, on a quelque chose de tout à fait analogue. Ce n'est plus la vitesse du Soleil autour de la Terre qui est la vitesse de référence, c'est la vitesse de la lumière. Mais une révolution scientifique décisive va se produire aussi au tournant du XXe siècle. Vont apparaître l'atome, la mécanique quantique et la relativité. C'est cela qui conduira à la mise au point de l'horloge atomique au milieu des années 50, qui permettra la mise au point de ce fameux GPS. Donc, vous voyez, cette histoire est faite de ruptures, mais il y a en même temps une continuité qui est la progression absolument fantastique de la précision dans la mesure du temps. Vous voyez, au cours de ces 5 siècles, on va acquérir, on va améliorer la stabilité des horloges, de sorte que les horloges actuelles sont 1 million de milliards de fois plus stables que les horloges dont on disposait en 1500. Bien, voilà le cadre dans lequel donc, on va mettre l'exposé. Ah oui, j'ai oublié un détail. Ce lien entre distance et temps va se noter aussi en ce qui concerne la définition du mètre. On va voir que
le mètre, donc, qui va apparaître comme unité de longueur à la fin du XVIIIe siècle, va disparaître comme unité primaire de longueur en 1983, en raison précisément du développement impressionnant de la stabilité dans la mesure du temps. Bien, alors, commençons par le problème des longitudes. Alors, quand on a un point à la surface de la Terre, il est repéré par deux angles. Ce point se trouve à l'intersection en fait de deux cercles. Le méridien, qui est un grand cercle passant par les pôles et sur lequel se trouve mon point M. Là, vous voyez, voilà le méridien passant par les pôles. Par ailleurs, le point M se trouve sur un cercle parallèle à l'équateur, qu'on appelle le parallèle. Et la latitude, c'est la mesure, c'est l'angle qui mesure la distance entre l'équateur et le parallèle de M. La longitude, c'est l'angle qui mesure la distance entre un méridien utilisé comme origine et le méridien sur lequel se trouve M. Bien. Alors, la latitude, on maîtrise la latitude depuis longtemps. Dès le XIIIe siècle, vous voyez, on a réalisé que la latitude, c'était en fait égal à la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. Donc il suffit de mesurer la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. Si on a un demi-degré d'erreur sur cette mesure, on a une imprécision de 50 km environ sur la position de M. Sur la position de M, donc sur son méridien. Alors exemple de latitude, l'équateur, ça a une latitude 0, le pôle Nord, une latitude 80 degrés nord, Paris, c'est à une latitude de 48 degrés nord. Bon, donc en somme, on sait mesurer la latitude. En fait, mais en revanche, on ne sait pas mesurer la longitude. La longitude, on ne sait pas la mesurer parce qu'au cours d'une journée, tous les points d'un même parallèle voient défiler le même ciel. Donc on ne peut pas utiliser un repère astronomique, comme c'était le cas pour la latitude, pour mesurer la position en longitude de M. Bon, au début, ça ne pose pas de problème, hein. C'est pas dramatique. La navigation au Moyen-Âge et bien avant, c'est une navigation pour l'essentiel de cabotage le long des côtes, hein, le cabotage le long des côtes. Même pour traverser la Méditerranée, on est capable de rester en pleine mer et de trouver son chemin par des techniques de navigation à l'estime. Donc, le problème des longitudes n'est pas un problème grave. En revanche, il va se passer quelque chose en 1492, hein, vous voyez. La découverte de l'Amérique, donc, par Christophe Colomb, son débarquement dans l'île de Guadalani, dans l'archipel des Bahamas, le 12 octobre 1492. Et ça change le tout. Parce que maintenant, il va falloir repérer sa position sur des espaces gigantesques où on n'est plus en vue des côtes. Repérer sa position, donc, en plein océan Atlantique en particulier, là. Et le problème des longitudes se pose vraiment à ce moment-là. Et très vite, en fait, on trouve la solution. C'est-à-dire que dès 1533, un professeur de l'université de Louvain, un professeur donc néerlandais de l'université de Louvain, Gemma Frisius, va réaliser qu'on va pouvoir mesurer la longitude à partir de l'heure solaire. En effet, si vous considérez deux points A et B situés donc séparés par une longitude L, ces deux points A et B vont voir passer le Soleil à des heures différentes. C'est-à-dire le Soleil va passer au zénith de ces points à des heures différentes. Le point A va voir passer le Soleil plus tôt que le point B. Et si je suis capable de mesurer cet intervalle de temps entre ces deux passages-là, je suis capable de trouver la longitude avec toujours cette relation-là qu'on a vue tout à l'heure déjà pour le GPS. La longitude, la distance en longitude, c'est égal à la vitesse
angulaire, donc, du Soleil autour de la Terre, multiplié par le décalage temporel. Bon, donc ici, la vitesse qu'on avait utilisée, comme on avait vu comme vitesse de référence dans le cas du GPS, c'était la vitesse de la lumière. Ici, c'est la vitesse angulaire du Soleil. Mais vous voyez, l'équation est exactement la même, l'idée est exactement la même. Donc la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est 360 degrés par 24 heures, c'est-à-dire 15 degrés par heure. Alors, imaginons que Christophe Colomb est disposé à bord de ces navires d'une horloge qu'il aurait réglée le 3 août 1492 lors de son départ de Cadix à l'heure solaire de Cadix. Et imaginons que cette horloge ait été capable, tout au long du voyage, de conserver cette heure, c'est-à-dire d'être capable d'indiquer midi chaque jour au midi solaire de Cadix. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Donc, 2 mois après le départ de Cadix, Christophe Colomb est à Guanahani, et l'horloge est toujours réglée au midi de Cadix. Donc, cette horloge au midi de Guanahani aurait indiqué non pas midi, mais 16h32. Et donc, on aurait pu, à partir de ce décalage entre le midi de Cadix et le midi de Guanahani, déterminer la séparation angulaire, c'est-à-dire la longitude de Guanahani par rapport à Cadix. Alors, le problème c'est, je vous ai dit, supposons que l'horloge soit capable de conserver pendant toute la traversée l'heure solaire du midi de Cadix. Une horloge peut-être garder le temps pendant 60 jours, c'est ça la question. Alors si on veut mesurer la latitude et la longitude avec la même exactitude, c'est-à-dire un demi-degré, il faut donc une erreur de temps sur l'horloge de 2 minutes en 60 jours, rapportée à 1 jour, ça veut dire une stabilité de 2 secondes par jour. Il faut donc une stabilité de l'horloge de 2 secondes par jour. Que propose l'horlogerie en 1500 ? En 1500, ce qu'on fait de mieux en matière d'horlogerie, c'est l'horloge à folio, à verge. Alors qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Alors ce dispositif est composé d'une roue de rencontre, voilà la roue de rencontre, qui est entraînée par un poids, comme une horloge comtoise. Hein. Donc c'est un poids qui entraîne cette roue de rencontre. Et la roue de rencontre porte aussi, elle est solidaire d'une aiguille qui indique l'heure. Et on dispose d'un folio à verge pour ralentir le mouvement de la roue de rencontre. Alors qu'est-ce qui fait ce folio à verge? Eh bien, il est percuté en fait par les palettes portées par la verge à intervalles plus ou moins réguliers, c'est-à-dire qu'il reçoit un choc qui le fait tourner, et puis un autre choc dans l'autre sens qui le ramène dans le sens contraire. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dans ce dispositif, le mouvement de balancier n'a pas de régularité propre. Hein, c'est-à-dire qu'il reçoit des coups de part et d'autre, et en fonction de la violence des coups, des frottements des axes, ça va être, il va se déplacer plus ou moins, mais il n'y a pas de régularité propre. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 4 siècles d'exploitation, la stabilité ne sera jamais meilleure qu'1 heure par jour. Donc on est très loin de ce qu'on cherche, c'est-à-dire 2 secondes par jour. Donc c'est une impasse. Et une impasse, eh bien, ça exprime la nécessité d'une révolution scientifique, d'un changement de paradigme, comme dirait Thomas Kuhn. Et effectivement, cette révolution va avoir lieu 1 siècle à peu près après la découverte de l'Amérique. Et cette révolution sera portée en particulier par Galilée.
Alors, bon, là, je vais être extrêmement prétentieux parce que je vais prétendre vous résumer la vision du monde d'avant Galilée, c'est-à-dire la vision d'Aristote, et la vision de Galilée en quelques lignes, en quelques mots. Bon, mais enfin, essayez Bon, je vais essayer d'être à peu près clair. La vision du monde d'Aristote, donc, c'est une vision d'abord où l'espace est indissociable des 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu. C'est-à-dire que la notion d'espace vide n'existe pas. Hein, on ne peut pas imaginer un corps se déplaçant dans le vide. Bon, par ailleurs, Aristote distingue très nettement le monde sublunaire du monde céleste. Alors, dans le monde céleste, pas de problème, il y a des mouvements parfaitement réguliers qui ne s'arrêtent pas. C'est le monde des dieux. Le monde sublunaire est régi par des lois complètement différentes. Et ce qui caractérise en particulier le mouvement dans le monde sublunaire, c'est qu'un objet en mouvement cherche son lieu naturel où il va s'arrêter. C'est-à-dire que l'état, en somme, normal d'un objet dans le monde sublunaire, c'est l'arrêt. Il se déplace, mais pour s'arrêter. Bon, l'autre aspect aussi de la physique d'Aristote, c'est qu'elle reste extrêmement qualitative. Galilée va adopter un point de vue complètement différent, c'est-à-dire qu'il va mettre en avant, au contraire, la mesure. Il va essayer d'être extrêmement quantitatif, de faire des expériences, de mesurer plein de choses, et par ailleurs, il va introduire ce que j'appellerais des expériences de pensée, c'est-à-dire qu'il va séparer les éléments de l'espace, il va être capable d'imaginer ce qui se passe dans un espace vide, et de là va naître la découverte du principe d'inertie, c'est-à-dire qu'en l'absence de force extérieure, un corps se déplace en ligne droite à vitesse constante, c'est-à-dire que l'idée qu'un état de mouvement est possible. Dans le monde d'Aristote, un état de mouvement, ça n'existe pas. Un mouvement est orienté vers l'arrêt dans un lieu naturel. Dans la vision de Galilée, en l'absence de force extérieure, un objet peut se déplacer indéfiniment à vitesse constante. Et on va voir effectivement comment cela se traduit dans le domaine des horloges. Alors, dans le domaine des horloges, le mouvement du folio est tout à fait compatible avec le point de vue d'Aristote. Hein, c'est-à-dire que le folio reçoit des coups, le folio se déplace sous l'effet de ces coups vers son lieu naturel, qu'il n'atteint pas parce qu'il reçoit un coup dans l'autre sens. Galilée, lui, va découvrir quelque chose, découvrir simplement, observer, découvrir le pendule. Alors, c'est vraiment une découverte, mais c'est en même temps quelque chose d'extrêmement banal. Hein, le pendule, c'est la balançoire. La balançoire, c'est connu depuis l'Antiquité. Mais cette balançoire, ce pendule, en fait, il est incompatible avec le monde d'Aristote. Parce que le pendule, il part donc de son point le plus haut, il atteint le bas de sa course, et au bas de sa course, il devrait s'arrêter. C'est son lieu naturel. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, évidemment. Le pendule va répéter des oscillations, toutes pareilles, de même durée, sans chercher donc de lieu naturel. Alors, je voudrais lire quand même ce texte-là, parce que je trouve qu'il reflète vraiment bien ce qu'a de fascinant cette découverte du pendule. Donc, dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, le personnage de Sagredo, qui est en quelque sorte le personnage ouvert, le personnage à l'esprit ouvert, dit à Salviati qui représente donc Galilée: vous me donnez à bien des reprises l'occasion d'admirer la richesse de la nature, quand de choses si communes, le pendule, et je dirais même d'une certaine façon triviales,
vous faites surgir des connaissances aussi étonnantes que nouvelles et souvent aussi imprévues pour l'imagination. Donc, désormais, on a un dispositif qui a sa régularité propre, c'est-à-dire que l'intervalle de temps entre deux passages à la verticale, il est toujours le même. Hein. Une fois que le pendule est en mouvement, cet intervalle de temps ne change pas. Et évidemment, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé pour les horloges. Il reste tout de même à transmettre la régularité du pendule à une horloge, et c'est ce que va réaliser Christian Huygens avec l'aide de l'horloger Salomon Koster, en adaptant donc la roue de rencontre au pendule. Alors vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a décrit tout à l'heure, au système à folio. Mais l'idée est complètement différente. Cette fois-ci, ce n'est pas la roue de rencontre qui règle le mouvement du pendule, c'est le pendule qui libère la roue de rencontre à intervalles réguliers, ces intervalles réguliers correspondant justement à la période d'oscillation du pendule. Donc, vous voyez, c'est le pendule qui impose sa loi, cette fois-ci, à la roue de rencontre. Ça, c'est mis au point donc, en 1656. Et, on se dit, là, on a fait un grand pas vers la solution du problème des longitudes, sauf que ce n'est pas adapté à l'utilisation sur un bateau. Parce qu'il faudrait que le point de suspension soit fixe, et sur un bateau, à cause du tangage, du roulis, de la gîte, et des changements de bord et de cap, on n'a pas cette stabilité. Pour autant, cette pendule, l'horloge à pendule va être un élément essentiel des observations astronomiques du XVIIe siècle. Et en particulier, alors là, on va revenir à la vitesse de la lumière, en particulier, c'est grâce à ce pendule, à cette horloge à pendule, que Ole-Rømer va mettre en évidence le caractère fini de la vitesse de la lumière lors d'observations réalisées à l'Observatoire de Paris. Bon, alors Ole-Rømer, c'est un Danois qui va rentrer chez lui ensuite pour devenir quelque chose comme préfet de police à Copenhague. Imaginez l'Allemand réalisant des découvertes aussi fantastiques dans le domaine de la physique. Bien, donc on n'a pas quand même résolu notre problème des longitudes, et il va falloir une invention ou une découverte supplémentaire, réalisée à nouveau par Christian Huygens en 1675, et cette découverte, ça s'appelle le spiral réglant. À la place du pendule, on va avoir un anneau tournant, voilà l'anneau tournant, vous voyez, qui est retenu par un ressort spiral. Et en quelque sorte, l'idée, c'est qu'on remplace le poids par la tension du ressort. Le poids qu'on avait dans le cas du pendule est remplacé par la tension du ressort ici. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de point fixe requis, et c'est donc utilisable sur des bateaux. Alors, pour réaliser l'importance quand même de cette horloge à spirale réglant, il faut savoir qu'elle a été présentée à Colbert le 31 janvier 1675. Colbert, donc, ministre de Louis XIV. Bon, c'est pas pour autant qu'on est arrivé au bout de ses peines, parce qu'il y a plein de problèmes techniques à régler. Des problèmes de frottement, des problèmes de variation avec la température, de dilatation des différents composants du système, si bien que les années passent, et on n'a toujours pas résolu le problème des longitudes. Alors il se produit un événement important en 1707, qui est le naufrage aux Sorlingues de la flotte de l'amiral Clodosley Shovel. Alors les Sorlingues, c'est un petit archipel qui se trouve à l'extrémité de la Cornouaille anglaise, et il apparaît que la flotte de Shovel se croyait à Ouessant, au large d'Ouessant, au large de la Bretagne, alors qu'ils étaient donc près des Sorlingues. Bon. Le naufrage qui en résulte est catastrophique, 1700 morts. Et il apparaît clairement dans l'analyse
de cette catastrophe que l'une des causes fortement invoquées, c'est la mauvaise détermination de la longitude. En même temps, se développe bien évidemment le commerce transatlantique, en particulier dans les îles britanniques, et une pression de plus en plus forte est exercée par les armateurs et les négociants pour qu'on résolve enfin ce problème des longitudes. Donc, la pétition signée par ces armateurs et négociants va conduire le Parlement anglais à prendre le Longitude Act, qui va proposer un prix de 20 000 livres pour déterminer la longitude à un demi-degré près sur une traversée transatlantique de 40 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour reprendre les données qu'on avait mises en avant auparavant. Donc, un demi-degré, c'est effectivement la précision qu'on attend pour la mesure de la latitude. Ce demi-degré est parcouru par le Soleil en 2 minutes, ce qui correspond à 120 secondes. Et donc, la stabilité visée, c'est 3 secondes par jour. Donc, vous voyez l'objectif. On est passé des horloges à folio, avec une stabilité de l'ordre de l'heure par jour, et on veut atteindre 3 secondes par jour. Donc là, ça va encore être long. Il va falloir attendre 1761, c'est-à-dire pratiquement un siècle après la mise au point du spiral réglant, pour construire une horloge, un chronomètre de marine, qui satisfait vraiment les contraintes imposées par la mesure de la longitude. Alors, cette horloge, enfin, vous voyez, ça ressemble en gros à une montre de Gousset, hein, et en gros c'est la même chose, c'est-à-dire que l'élément clé de ce dispositif, c'est le spiral réglant, mais il a fallu résoudre tous les problèmes posés par les changements de température, les frottements. Il a fallu essayer plein de matériaux, et c'est pour ça que ça a demandé un siècle. Bon, la stabilité démontrée va être de 0,1 seconde par jour, c'est-à-dire environ 30 fois mieux que ce qui était visé, et 40 000 fois mieux qu'une horloge à folio. Donc, le problème des longitudes est réglé là, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et je vais faire un petit aparté sur les unités de longueur. Parce que on va voir que la liaison entre temps et distance va se poser aussi dans la définition des unités de longueur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment le bazar dans le domaine des unités, de longueur en particulier. En France, l'unité de longueur, c'est la toise, mais la toise est repérée comme une distance entre 2 ergots dans le mur du Châtelet. Le mur du Châtelet, c'est une construction en maçonnerie particulièrement instable, donc la longueur de la toise varie tous les ans pratiquement. La correspondance avec des unités étrangères, par exemple avec le pied britannique, est tout à fait incertaine. Donc, il est clair qu'il faut trouver une autre solution. La Révolution française arrive, et c'est l'occasion. La Convention charge la commission Condorcet de faire une proposition pour définir l'unité de longueur. Alors, la Révolution française a une ambition universelle, donc cette ambition universelle se retrouve dans la proposition de l'unité de longueur. L'idée est donc de rapporter toutes les mesures à une unité de longueur prise dans la nature. Un tel système n'appartenant à aucune nation, on pourrait se flatter de le voir adopté par toutes. Bon, la commission Condorcet, c'est Borda, Monge, Lagrange, Laplace et Condorcet. Donc, vraiment des grands savants de l'époque. Et 2 options sont avancées. Une première option, c'est
le mètre, c'est la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Donc, une première définition, qui est homogène, en ce sens qu'il s'agit d'une définition à partir d'une distance, en l'occurrence, la longueur du méridien terrestre. Et une autre proposition qui est, le mètre, c'est la longueur du pendule qui bat la seconde, c'est-à-dire, en fait, la longueur du pendule dont la période est de 2 secondes. Donc, l'idée, cette fois-ci, étant de relier l'unité de longueur à l'unité de temps, en sachant que la seconde est définie, et elle sera longtemps définie comme ça, comme la 86 400e partie du jour solaire. Et là, eh bien, la Commission décide de rejeter la deuxième option, c'est-à-dire celle qui couple le temps et la distance. La deuxième option est rejetée car elle utilise un élément hétérogène, le temps, donc, et arbitraire, une seconde étant égale à 1 86 400e partie du jour. Ce n'est pas du tout une partition décimale. Et donc, je crois que c'est Laplace qui n'est pas d'accord et qui obtient le rejet de cette proposition. Donc, le mètre va être défini comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Et on va voir un peu plus tard ce qu'il va en advenir. Bien, alors là, on va sauter beaucoup de temps. Alors, je vous rappelle que grâce au préfet, donc Römer, la vitesse de la lumière a commencé à être mesurée. Donc, des progrès considérables ont été accomplis au cours du 19e siècle dans la mesure de la vitesse de la lumière. Et on la connaît suffisamment bien maintenant pour l'utiliser comme vitesse de référence. Et ça va commencer par le radar. Le radar, donc, à partir du milieu des années 30. Alors, qu'est-ce qu'un radar? Eh bien, un radar, c'est un système qui envoie un signal radio vers une cible et qui récupère l'écho de la cible sous la forme donc d'un signal radio. Et l'intervalle de temps entre le moment l'intervalle de temps entre le moment d'émission et le moment du retour du signal vers l'antenne permet de déterminer la distance à laquelle se trouve la cible. C'est toujours la même relation, D égale C fois, alors T sur 2, parce que, effectivement, c'est un aller-retour, c'est un temps d'aller-retour qu'on mesure. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que cette mesure prend un temps extrêmement court, et quelques dizaines de millionièmes de secondes, en fait, et que l'horloge du radar, parce qu'effectivement, on a besoin d'une horloge puisqu'on mesure un temps, l'horloge du radar n'a pas du tout besoin d'une grande stabilité. Mais parce qu'on utilise une seule horloge. Donc la stabilité requise, vous voyez, c'est environ 1 minute par jour. Vous voyez, donc on est très loin des performances de l'horloge de Harrison. Donc voilà comment fonctionne le principe du radar. Maintenant, essayons de transposer cela au GPS. Donc, le GPS, comme je vous ai dit, c'est un dispositif qui est constitué d'un ensemble de satellites. Et ce qu'on mesure, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant d'émission du signal radio et l'instant de réception de ce signal sur le récepteur étant porté par le véhicule, donc qu'il s'agit de géopositionner, qu'il s'agit de positionner sur la Terre. Bon. Vous voyez ici que ça ne va pas pouvoir fonctionner comme un radar, parce que le signal émis par le satellite va effectivement atteindre le récepteur, mais on va avoir au besoin tout de suite de 2 horloges. Une horloge sur le satellite et une horloge sur le récepteur. Et même, c'est pire que ça, parce que là, ce que me donne ce schéma, là, c'est simplement la position du récepteur sur un cercle. Je suis en train de raisonner dans l'espace à 2 dimensions, pour simplifier. Donc, je repère la position du récepteur sur un cercle, mais il me faut un autre cercle et un autre satellite, donc, pour positionner correctement mon récepteur. Donc, finalement, j'ai besoin de 3 horloges.
3 horloges susceptibles de donner, d'être réglées de la même façon. Hein? Alors, on va faire une hypothèse de simplificatrice. On va imaginer que l'horloge du satellite A et l'horloge du récepteur R sont effectivement parfaitement stables, hein, donc parfaitement réglées. Mais on va voir quelle stabilité il faut demander à l'horloge du récepteur B pour être capable de repérer la position, de déterminer la position du récepteur à 10 mètres près. Donc, pour un positionnement à 10 mètres près, je vous rappelle que le signal radio se déplace à 300 000 km par seconde, il va falloir une avance ou retard de B par rapport à A et R de 33 milliardièmes de seconde, ce qui veut dire que la stabilité requise, c'est 1 millionième de seconde par jour, c'est-à-dire 100 000 fois mieux que l'horloge H4 de Harrison. Vous voyez donc, pour repérer la position à 10 mètres près, pour une horloge donc, que je suppose mise à l'heure toutes les heures, c'est-à-dire c'est quand même une mise à jour de l'horloge du satellite réalisée de façon très fréquente, il va me falloir tout de même une stabilité extrême de l'horloge. Et là, on se retrouve exactement dans la même situation que celle du problème des longitudes quelques siècles plus tôt. On se trouve avec un obstacle infranchissable. Il faut gagner un facteur 100 000 en stabilité par rapport aux horloges mécaniques. Donc c'est le même défi que 3 siècles plus tôt par rapport aux horloges à folio. Et donc il nous faut en fait un nouveau changement de paradigme, une nouvelle révolution dans la vision du monde. Et cette révolution, c'est celle qui va être apportée justement par l'atome et la mécanique quantique. Alors, pour dire les choses de façon très sommaire, mais en même temps, je pense, assez réaliste, l'idée, ce que va permettre plutôt la révolution scientifique, c'est le remplacement des oscillations irrégulières, vous voyez, soumises à des frottements, à des effets de température, de machines complexes, chacune unique, donc ce dispositif basé sur le spiral réglant. On va remplacer ça par des oscillations toutes identiques de millions ou de milliards d'atomes microscopiques, insensibles à la température, et partout dotés des mêmes propriétés. C'est ce caractère vraiment universel des atomes qui va être décisif. Donc, en fait, pour insister ou pour illustrer la façon dont les atomes sont partout et toujours les mêmes, on peut noter que pour définir un atome, 2 nombres suffisent. Le nombre de charges, c'est-à-dire le nombre d'électrons, qui est égal au nombre de protons, et le nombre de masses, le nombre de nucléons, donc c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc tous les atomes de même nombre Z et A ont exactement les mêmes propriétés physiques et chimiques, et n'importe où à la surface de la Terre. Alors c'est sur cette observation que va être fondé le principe de l'horloge atomique. Alors, l'horloge atomique, elle est composée de 2 éléments. Une horloge à quartz, en quelque sorte, ici, une horloge à quartz, donc qu'on peut imaginer commandée par un oscillateur à quartz à 10 MHz. Et d'autre part, une vapeur de césium. Alors, donc on va utiliser, si vous voulez, un atome, une espèce atomique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit de 2 nombres pour définir de façon universelle les atomes avec lesquels on va travailler. Donc le césium 133, c'est l'isotope 133 du césium. Donc 133, c'est son nombre de masse. Et le terme de césium correspond en fait au nombre d'électrons ou au nombre de protons que contient cet élément. Donc c'est un élément chimique parfaitement défini. Et ce qu'on a observé, c'est que cet élément chimique va être excité à une fréquence radio bien déterminée. C'est-à-dire que quand on va illuminer ces atomes de césium à la fréquence radio
à la fréquence par une onde radio à la fréquence de 9 192 631 760 Hz, eh bien, à ce moment-là, les atomes de césium vont changer d'état. Ils vont passer d'un état fondamental à un état excité. Alors, c'est tout ce que je vais dire dans le séminaire sur la mécanique quantique. C'est la seule idée que je vais garder, cette idée donc d'exciter un atome entre deux états à l'aide d'un rayonnement de fréquence parfaitement déterminé. Alors, tout ça, ça vous paraît bien compliqué, mais on va essayer d'illustrer le principe de la liaison entre le césium et l'oscillateur à quartz de la façon suivante. Alors, là, vous reconnaissez Homer et Lisa. Homer va jouer le rôle de l'oscillateur à quartz et Lisa celui des atomes de césium. Alors, ce que vous voyez, c'est que, effectivement, c'est Homer qui met en marche la balançoire. C'est Homer qui met en mouvement la balançoire. Mais c'est la balançoire qui impose son rythme à Homer. Si Homer veut que sa poussée soit efficace, il faut qu'il ajuste la fréquence de sa poussée au mouvement de la balançoire. Donc vous voyez, c'est la balançoire, c'est-à-dire ce sont les atomes de césium qui vont régler le mouvement d'Homer, c'est-à-dire le mouvement de l'horloge. Alors revenons effectivement à notre dispositif d'horloge atomique. On va utiliser un multiplicateur de fréquence, un dispositif électronique, pour amener la fréquence initiale de 10 MHz jusqu'au voisinage des 10 GHz correspondant à la vapeur de césium. Et exactement comme dans le cas d'Homer et de Lisa, si la fréquence, le rythme de l'oscillateur à quartz coïncide avec celui de la balançoire, c'est-à-dire celui de l'horloge à césium, à ce moment-là, le césium change d'état et on est content. Le système est bien calé sur le césium. Si, au contraire, l'horloge à quartz est légèrement décalée par rapport à la vapeur de césium, eh bien l'excitation n'est pas possible. Donc un signal est envoyé à l'oscillateur à quartz pour lui dire règle ta fréquence, et il va régler sa fréquence de façon à retrouver son accord avec la balançoire de Lisa. Bien, alors ce dispositif-là a été réalisé pour la première fois en 1955, première horloge à jet de césium au National Physical Laboratory en Grande-Bretagne. Et la stabilité d'une telle horloge à jet de césium, c'est de 100 milliardièmes de seconde par jour, soit 1 million de fois mieux que le chronomètre H4 de Harrison. Et, oui, alors, pardon. Alors là, je fais encore un petit break. Là, vous voyez, on a réalisé, on atteint des performances extraordinaires dans la mesure du temps. Et cette performance est telle que cela va se traduire par une modification dans la définition de la seconde. Comme on avait dit tout à l'heure, la seconde était définie comme la 86 400e partie du jour solaire. Et bien en 1967, lors de la 13e conférence générale des poids et mesures, la seconde va être définie maintenant par rapport à l'arrêt d'absorption du césium, en raison de la performance extraordinaire de l'horloge atomique. Donc la seconde, ça devient la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation du césium-133. Bon, ça, on admet bien, on a amélioré la définition de la seconde, mais il va se passer un événement encore beaucoup plus extraordinaire en 1983. Alors là, je vous montre sur cette diapositive le siège du Bureau international des poids et mesures, qui est donc situé en France, au pavillon de Breteuil à Sèvres, et à côté,
le sceau de ce Bureau international des poids et mesures. Bon. Au centre du sceau, vous voyez la science, flanquée d'Hermès et alors de Hermès, je reconnais Hermès, l'autre je ne la reconnais pas, flanquée en tout cas du commerce et de l'industrie. Alors bon, commerce, voleur aussi. Hein. Commerce et industrie, donc, flanquent la science qui brandit victorieusement le maître. Le maître, c'est le sommet, en somme, de la construction du système international d'unité. Or, qu'est-ce qui va se décider en 1983 ? Eh bien, c'est que le maître cesse d'être unité primaire. C'est-à-dire que le maître va être défini par rapport à la seconde. Précisément ce qui avait été évité en 1791. Donc, le maître est défini comme la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1, bon, j'évite de lire. Le maître n'est plus l'unité fondamentale, et vous voyez sur le sceau là, du Bureau international des poids et mesures, eh bien, quelque chose d'important a disparu. Bon, alors revenons maintenant au GPS tout de même. On a une stabilité, comme je disais, de 100 milliardièmes de seconde par jour. Ça correspond en termes de position à une résolution donc, de 100 milliardièmes de seconde multiplié par C, c'est-à-dire 30 mètres, si les horloges sont remises à l'heure une fois par jour. Bon, si on remet les horloges à l'heure 10 fois par jour, on atteint une résolution de 3 mètres dans le géopositionnement. Et pour terminer, je voudrais mentionner aussi le rôle de la relativité, parce que je vous ai annoncé, je vous ai dit au départ, bon, le GPS, c'est le rassemblement dans un seul dispositif de toute la physique du XXe siècle. Eh bien, la relativité y est aussi. Et la relativité va intervenir par l'effet de dilatation du temps. Alors, la dilatation du temps, ça a été illustré de très bonne heure par ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Alors, le paradoxe des jumeaux consiste en ceci. On imagine, alors vous allez voir, c'est complètement extravagant, mais bon, c'est l'idée. On imagine qu'une fusée est lancée depuis la Terre, donc, vers Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de notre système solaire, située à 4 années-lumière, c'est-à-dire à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. Bien. Et on imagine que la fusée, donc, se déplace sur cette trajectoire, dans ce voyage, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, 0,8 fois la vitesse de la lumière. Elle fait le tour de Proxima du Centaure et elle revient. Et ce que prévoit la théorie de la relativité, alors bon, ce voyage imaginaire, là, ça ressemble énormément à ce qui trotte dans la tête des milliardaires de la Silicon Valley, par exemple. Vous voyez, ils ont en tête aussi d'aller vers Proxima du Centaure. Ce qui va se passer, donc ce que prévoit la théorie de la relativité, c'est que, de la relativité restreinte en fait, c'est que la durée du voyage ne sera pas la même vue depuis la Terre et vue depuis la fusée. C'est-à-dire que le voyage vu depuis la Terre va durer 10 ans, et pour les passagers de la fusée, le voyage sera plus court, il durera 6 ans seulement. Alors, l'origine de ce terme de paradoxe des jumeaux, c'est donc que on imagine deux jumeaux, un qui reste sur la Terre, l'autre qui part dans la fusée. Là. Celui qui partira dans la fusée, donc, reviendra sur la Terre, plus jeune que son frère resté sur Terre.
Bon, la différence n'est pas très grande. Il faudrait mieux imaginer que c'est Tintin et Milou là, qui partent dans la fusée et que Milou a un jumeau. Alors effectivement, elle a 4 ans pour un chien, ça devient une différence d'âge effectivement significative. Bien, enfin, ça paraît complètement extravagant, mais vous voyez les vitesses, la vitesse c'est une vitesse relativiste. On a fait l'hypothèse qu'on atteignait immédiatement cette vitesse relativiste, ce qui est complètement fou. Mais on dispose maintenant d'une horloge atomique. C'est plus des années qu'on veut mesurer, c'est des fractions infinitésimales de secondes. Ça, on est capable de le faire maintenant, et on va donc pouvoir en fait vérifier le paradoxe des jumeaux sur un vol commercial. C'est-à-dire que l'effet de dilatation du temps, on va pouvoir y accéder simplement en transportant des horloges atomiques sur un vol commercial. Bon, globalement, donc, le voyageur qui sera sur l'avion, là, il sera plus jeune de 50 milliardièmes de seconde par jour. Bon, 50 milliardièmes de seconde par jour, c'est vraiment la limite de précision des horloges atomiques. Donc, en fait, ce n'est pas une horloge qu'on va emmener, c'est 4 horloges. Et vous voyez ici les héros de cette aventure, là, Joseph Affelay et Richard Keating, qui en 1971 donc, vont embarquer ces horloges atomiques. Vous voyez les horloges atomiques, là, qui vont embarquer ces horloges atomiques sur des vols qui, autant que je me souvienne, vont leur permettre de faire 2 fois le tour de la Terre. Je crois bien, je suis plus sûr. Alors, bon, c'est complètement anecdotique, hein, évidemment, des milliardièmes de seconde. Alors, vous voyez, comme le signifie d'ailleurs l'hôtesse de l'air, qui regarde sensiblement sa montre d'un air amusé, en comparant la dimension de sa montre à celle des horloges atomiques. Je suis d'accord, c'est pas indispensable. Mais ce qui était anecdotique pour les vols commerciaux devient quelque chose d'essentiel pour les horloges atomiques, pour le GPS. Parce que le GPS va se déplacer à une vitesse environ 15 fois plus élevée qu'un vol commercial. Il y a un autre effet dont je n'ai pas parlé, qui est l'effet de la relativité générale, celui du ralentissement des horloges dû à la gravité, c'est-à-dire que le temps, du coup, sur la Terre, à cause de la relativité générale, passe plus lentement qu'à 20 000 km d'altitude. Et l'effet global, c'est-à-dire la composition de l'effet de la relativité restreinte et de la relativité générale, ça va être une avance des horloges embarquées sur les satellites de 40 millionièmes de seconde par jour. Donc il va impérativement falloir en tenir compte parce que 40 millionièmes de seconde par jour, c'est 400 fois la stabilité des horloges embarquées. Et si on veut évidemment atteindre la précision de positionnement qu'offre le GPS, il va falloir tenir compte de cet effet de la relativité générale et de la relativité restreinte. Alors, en fait, on va régler le problème au sol, avant le lancement. L'horloge des satellites doit retarder de 40 millionièmes de seconde par jour. Bien, ben voilà, j'ai terminé. Alors, pour conclure, est-ce que le GPS est l'instrument ultime de navigation? Alors, parmi ses atouts, il y a la discrétion. C'est un récepteur. Hein, c'est-à-dire qu'en principe, mais alors, vous êtes utilisateur du GPS, vous savez que c'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, vous êtes non pas géopositionné, mais géolocalisé. C'est-à-dire que votre position est visible par tous les marchands de fric du monde entier. Et donc, cet atout de discrétion a été perdu, en fait. Alors, c'est précis, 10 mètres, voire mieux. C'est global, c'est-à-dire que c'est utilisable en principe en tout point de la Terre, et c'est tridimensionnel, c'est-à-dire que ça offre non seulement les informations de latitude et de longitude avec une très grande précision, mais aussi l'information d'altitude. Bien. Alors, c'est
le problème, c'est que ce n'est pas autonome, c'est-à-dire que ça dépend des satellites. Le dispositif, l'appareil de géopositionnement est fondé sur l'existence de cette constellation de satellites, et donc c'est sensible au brouillage. Et vu les longueurs d'onde des signaux radio utilisés, c'est particulièrement sensible au brouillage. Par ailleurs, c'est inefficace si on est en vue de moins de 4 satellites, c'est-à-dire dans les villes, les régions accidentées. On perd à ce moment-là la capacité à se géopositionner, ce qui fait que les plateformes d'inertie sont préférées sur les vols intercontinentaux. Alors les plateformes d'inertie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dispositifs qui mesurent en permanence l'accélération, la vitesse angulaire des avions et qui, à partir de ces informations-là, sont capables de reconstruire, de calculer la trajectoire de l'avion. De sorte qu'un avion partant de Charles de Gaulle va pouvoir se positionner correctement en finale de l'aéroport Kennedy à New York. Par ailleurs, en navigation aérienne, on va aussi préférer le positionnement barométrique plutôt que le GPS. Voilà. Et alors, toute ma gratitude à Pacom Delva du CIRT pour son aide précieuse pour la réalisation, pour la préparation de ceci. Ouais. Merci.